Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour la suite de notre série sur Tarantino, dans laquelle on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez normalement déjà vu sur la miniature, de Pulp Fiction, qui fait suite à son tout premier film, Reservoir Dogs, dont on avait déjà parlé dans la vidéo précédente, et qui va remporter la Palme d'Or à Cannes en 1994. C'est peut-être son film le plus culte, dans lequel les dialogues, les musiques, les costumes, les mouvements des acteurs et les acteurs eux-mêmes vont devenir ensuite des objets parodiés, des objets qui inondent la société, sans qu'on s'en rende particulièrement compte d'ailleurs. Et c'est aussi un de ces rares films qui aborde vraiment la notion d'amour et de couple, à travers des scènes qui sont en quelque sorte des fictions au sein d'une même ville, en l'occurrence Los Angeles. On l'évoquera dans la vidéo. Aujourd'hui on parle du deuxième film, donc de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Alors la première chose, c'est que dès la première scène, on a cette sensation que tout peut arriver, parce qu'on a deux personnages qui discutent paisiblement de braquage, et puis ils se décident en quelques secondes à braquer le restaurant dans lequel ils se trouvent, et la serveuse à laquelle il souriait devient à présent la personne qu'il menace avec une arme. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà fait remarquer dans la vidéo précédente, le fait que celui qui pense être au sommet de la pyramide se retrouve soudain à la merci d'une arme à feu. Mais je trouve que la particularité du film ici, la particularité de Pulp Fiction, c'est que toute chose qui paraît compliquée à réaliser, toute chose que appréhendent les personnages, va être en fait très simple, et les choses qui paraissent simples justement, qui paraissent être une futilité, elles vont être très compliquées à réaliser. Je m'explique. Si on prend par exemple le dîner entre Vincent Vega et Mia Wallace, la femme de son patron, on a plusieurs scènes avant cette séquence dans lesquelles le personnage appréhende la situation de sortir avec la femme de son patron. C'est quelque chose qu'on retrouve lorsqu'il la raccompagne et qu'il se convainc de partir le plus tôt, le plus rapidement possible. Alors qu'en fait, la vraie difficulté, il la rencontre quand elle fait une overdose et qu'il doit impérativement la sauver. Et pourtant, la drogue, c'est quelque chose qu'on avait sous notre nez, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, mais auquel on ne prêtait pas attention, même s'il était beaucoup question de ça. Et pareil lorsqu'avec son acolyte Jules Winfield, ils survivent à une tentative de meurtre, ni plus ni moins. Finalement, ce qui va leur causer le plus de difficultés, c'est l'erreur que va commettre Vincent ensuite, en tuant le jeune homme qui les accompagnait. Ou même peut-être, qui est encore plus révélateur de ça, l'histoire de la montre en or avec Butch, interprété par Bruce Willis. On ressent la pression qu'il a de retourner chez lui, de potentiellement affronter la mort. Mais en fait, ce qu'il a redouté se passe idéalement bien, et le retour en voiture, qu'il ne soupçonne même pas, est en revanche beaucoup plus compliqué, comme on le voit à sa tête lorsqu'il croise Marcellus Wallace. Et ces surprises perpétuelles, elles viennent de la structure même du film, une structure qui est assez peu conventionnelle, et qui montre peut-être mieux que dans n'importe quel autre film de Tarantino, son amour pour les flashbacks, et les temporalités qui s'entremêlent. Alors pour le comprendre plus facilement, j'ai fait un schéma, et on voit bien que toutes les séquences s'entremêlent, et parfois on a même la même séquence, mais de deux points de vue différents. Et au-delà de ça, je trouve que le mettre en schéma, ça a un vrai intérêt, parce qu'on remarque que dans le film, la première et la dernière scène s'entremêlent, de la même manière que si on regarde la chronologie dans le sens justement chronologique du récit, on s'aperçoit que pareil, aux extrémités, c'est deux parties qui sont liées, à travers la séquence de la montre en or. Et une chose qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, raconter l'histoire dans le sens chronologique, c'est pas du tout inenvisageable, c'est beaucoup moins bien que le film tel qu'il est écrit et monté, mais c'est pas impossible non plus. Ça donnerait aussi potentiellement un bon début et une bonne fin, et c'est surtout moins bien, je pense, pour la sensation qu'on a du film, parce que toutes ces histoires dans le désordre, a priori, c'est ce qui va donner justement au film tout son charme, je trouve. Le fait qu'on voit Bruce Willis, par exemple, se confronter au début à John Travolta, puis le fait qu'on sache que c'est lui qui le tue à la fin, et que on va revoir encore John Travolta dans une scène ensuite, c'est quelque chose qui donne une dimension unique au film, un aspect unique. D'ailleurs, si on veut rester là-dessus, le fait de voir John Travolta mourir, puis dans la séquence suivante, le fait que le personnage joué par Samuel L. Jackson lui dise qu'il arrête le métier parce qu'il se sent comme un miraculé
de la tentative de meurtre qu'il a subie, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus impactant dans ce sens-là. Sinon, il y aurait eu la séquence avec la femme de Marcellus Wallace entre les deux, ce qui n'aurait pas été non plus inenvisageable parce qu'il y a aussi un rappel de la mort dans cette séquence, mais ça aurait été beaucoup moins impactant pour le coup. Et une autre grande réussite du film et un talent de Tarantino assez indéniable, c'est les dialogues, dont j'avais déjà commencé à parler dans la dernière vidéo. Ce que j'ai noté, c'est que pendant les 15 premières minutes, on a essentiellement des dialogues et des débats, un peu comme lors de la première scène de Reservoir Dogs, mais là c'est sur beaucoup plus longtemps, et pendant plus d'un quart d'heure, on n'a aucun élément dramatique, on n'a presque rien qui est raconté, ce qui est assez original je trouve, et on pourrait penser finalement que le film c'est une suite de débats et de discussions dans plusieurs scènes et dans plusieurs lieux. D'ailleurs c'est pas très loin d'être la réalité du film, parce qu'il y a très peu d'éléments dramatiques finalement, à part les 3 que j'ai cités précédemment, mais c'est pas un film qui est construit comme Django par exemple. Et une chose qu'on peut remarquer, c'est que Tarantino commence toujours par la discussion. On a toujours des scènes d'exposition, comme au théâtre, et d'ailleurs la discussion entre Jules et Vincent dans la voiture au début, quand il parle de fast-food et de la différence entre les États-Unis et l'Europe, elle m'a beaucoup fait penser à celle très connue du début du Don Juan de Molière, avec la très longue tirade de Sganarelle sur le tabac, qui n'a rien à voir pour le coup avec le reste de la pièce, mais qui a pour but de nous introduire le personnage, et là c'est pareil, Tarantino, il nous immisce dans la vie des personnages, plutôt que d'essayer de nous faire comprendre le contexte. Et là c'est quelque chose de très intéressant je trouve, parce que je pense que là où un Kubrick ou un Hitchcock, pour prendre des réalisateurs que je connais bien mieux que Tarantino, devait se demander comment introduire tel personnage, je pense que Tarantino se pose pas du tout cette question, et cette part de son cinéma c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif. Il a vraiment une manière de penser les films, pas tellement comme un réalisateur, mais plus comme un dialoguiste je trouve. D'ailleurs il nous fait même entendre les séances dans la scène entre John Travolta et Uma Thurman, et ce qui est marrant c'est qu'il est peut-être gênant quand on le découvre, mais en le revoyant j'avais même pas remarqué honnêtement qu'il y avait un silence à ce moment-là, alors que pourtant ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais entre-temps, et c'est ce que dit le personnage d'Uma Thurman dans cette scène, le silence c'est gênant quand on connaît pas la personne en face de soi, mais entre-temps donc, on s'est familiarisé au personnage, et c'est plus du tout la même approche qu'on a avec le film. Et puis les dialogues dans Pulp Fiction précisément, c'est vraiment au-dessus du récit presque, parce que comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas vraiment d'éléments dramatiques, et c'est vraiment ce qui va nous permettre d'accrocher au récit. D'ailleurs j'ai été surpris en le revoyant de son rythme assez lent, et du fait que ça a été à son époque un film très populaire, avec ce rythme-là. Et je trouve d'ailleurs que c'est peut-être le plus français de ces films à Tarantino, en tout cas le plus proche d'une certaine période du cinéma français. Je pense surtout aux années 60. Il y a beaucoup d'éléments empruntés au cinéma de Godard par exemple. Je pense au plan de côté dans la voiture au début, qui rappellent ceux de Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle. Il y a aussi quelque chose que j'avais beaucoup vu, c'est que la scène de danse sur Chuck Berry était inspirée de celle dans Bande à part. Et puis il y a aussi les plans dans la voiture de nuit, qui rappellent ceux dans Pierrot le Fou. C'est un plan qu'on va retrouver d'ailleurs un peu plus tard dans le taxi, avec un aspect très artificiel des projections au fond. Il n'y a aucune volonté de vouloir rendre ça réaliste, ce que j'ai trouvé intéressant parce que c'est pas ce qui se passe en dehors de la voiture qui a de l'intérêt à ce moment-là, mais ce qui se passe dedans, ce qui est assez paradoxal parce que quand on l'a vu, on ne regarde ensuite que ça. Et puis ce qui le rend très français aussi, ou très européen, c'est cette réflexion sur le couple, avec le couple formé par Bruce Willis et l'actrice Maria de Medeiros, qui est portugaise, ça je l'ai appris pour le film, mais qui est d'expression française, et d'ailleurs elle parle très régulièrement dans le film en français, et elle a un peu le rôle de Anna Karina, je trouve, en plus de lui ressembler un peu physiquement. C'est cette petite femme avec une voix douce qui a toujours des pensées un peu poétiques. Et là où on était projeté dans les années 70, niveau musique, dans Reservoir Dogs, là c'est plutôt les années 60, au début des années 60 d'ailleurs, même fin des années 50, ce que représente d'ailleurs le restaurant dans lequel vont Vincent et Mia. On retrouve notamment beaucoup de surf music, ce qui rend l'usage de la musique assez uniforme dans le film. Et c'est quelque chose dont je voulais parler d'ailleurs parce que
Tarantino fait partie des 2-3 réalisateurs qui ont participé à la popularisation de l'usage de musique non originale dans les films. C'est avec Kubrick et Scorsese, je crois, c'est les 3 qui ont le plus participé à ça. Ce qui est une idée assez inenvisageable il y a 50-60 ans, ça allait à l'encontre de tout ce qui avait été fait dans le cinéma jusque-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont on abuse vraiment au cinéma, tel point que c'est devenu même surfait et mal fait, souvent. Je trouve que justement, l'usage judicieux de cette musique-là, c'est qu'il y ait une unité tout au long du film, par exemple en utilisant les musiques d'une même période, comme dans Pulp Fiction, ou en jouant sur des instruments électroniques, des musiques classiques, comme dans Orange Mécanique. Et une des qualités des films de Tarantino, c'est qu'on les apprécie comme on pourrait apprécier un vinyle par exemple, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté rétro qui est indéniable, et en même temps c'est pas une musique qu'on pourrait écouter au casque, c'est pas quelque chose qui s'écoute au casque comme aujourd'hui, c'est une musique par-dessus laquelle on parle, et qu'on écoute souvent d'ailleurs jusqu'au bout. Un moment qui m'a fait penser à ça, c'est le premier plan dans lequel on voit Bruce Willis. C'est un plan fixe de 2 minutes dans lequel tous les sons sont extérieurs au champ de la caméra, et donc à égalité, autant la voix de Marcellus Wallace que celle de Al Green, le chanteur. Et puis Tarantino, il est aussi connu pour ses musiques de films, parce qu'à chaque fois il nous fait découvrir de nouvelles musiques, et il leur redonne vie grâce à ses films. Je pense que la première fois que j'ai vu Pulp Fiction, je connaissais aucune des musiques, peut-être à part Misère Lou, mais qu'on connaît tous aujourd'hui parce que justement Tarantino lui a redonné vie. Et comme pour la musique, il redonne vie aussi à des acteurs un peu oubliés. Et là c'est le meilleur exemple possible je pense, avec John Travolta, qui joue peut-être son rôle le plus culte pour beaucoup de gens aujourd'hui, alors qu'à l'époque du film on aurait pu dire ou penser que sa carrière était derrière lui. Je crois même qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient ça. Et le fait de voir John Travolta en gangster avec un catogan, qui est la coiffure ringarde par excellence, bon j'aime pas ce terme, donc on va dire que c'est une coupe qui est associée à une époque rétro, pour Travolta qui était le symbole de la beauté et de l'innocence, à part peut-être avec Blowout, avant Pulp Fiction, Travolta c'était essentiellement des rôles assez niais qu'il avait quand même. Et là on a l'impression que Tarantino joue avec tous les symboles qu'il incarne. La démarche par exemple, il y a un plan très connu de lui qui traverse les rues de New York dans La Fièvre du samedi soir, et là il a une démarche un peu particulière, nonchalante, qui d'ailleurs est très utilisée sur internet comme GIF ou comme mème. Et il y a aussi celle de Samuel L. Jackson d'ailleurs, que j'ai toujours remarqué personnellement, le fait qu'il se tienne très droit et qu'il bouge uniquement ses épaules, en avant et en arrière. Voilà, c'était la séquence sur les démarches, c'est pas quelque chose qui a priori est essentiel pour l'analyse, mais elles sont assez artificielles je trouve, pour ne pas les souligner. Et puis ça fait aussi partie du côté culte du film, le fait que ces images soient utilisées aujourd'hui partout sur internet. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui va se nourrir de culture populaire, à la fois dans la musique, mais aussi dans la nourriture et les séries télé. Et dans un même temps, c'est aussi un film qui va nourrir, assez abondamment d'ailleurs, la culture populaire. Et c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur 2001, le fait que quand on le regarde, on a conscience que c'est quelque chose de culte qu'on regarde même quand on le découvre, parce qu'en fait on l'a déjà vu plusieurs fois avant de le découvrir, et sans s'en rendre compte. Et je voulais terminer en parlant du rôle de la ville dans le cinéma de Tarantino, particulièrement dans ce film, parce qu'on remarque qu'il a un grand attachement à la ville de Los Angeles, dans laquelle se déroulent 4 de ses films. Alors ça s'explique par le fait que c'est la ville où il a grandi, et c'est aussi le théâtre du cinéma. Los Angeles, c'est la ville aux États-Unis du cinéma, avec les studios d'Hollywood évidemment. Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est assez logique que le plus cinéphile des réalisateurs ait grandi dans la ville du cinéma. Mais en revanche, il n'est pas obligé de la mettre en scène dans ses films. Et c'est quelque chose qui me fait penser beaucoup au cinéma italien, au néoréalisme et puis au cinéma des années 50 et 60, où la ville c'est le lieu de l'action. Et ça s'explique en Italie par le fait que la place centrale d'une ville, c'est par définition le lieu de vie des citadins des villes italiennes. C'est vraiment quelque chose d'endémique à l'Italie. C'est très intéressant, mais c'est de la géographie et pas du tout du cinéma pour le coup. Et d'ailleurs, c'est pas tellement la place centrale que mettent en scène les films de Tarantino, mais surtout les banlieues populaires. Et dans Once Upon a Time, c'est les quartiers chics. Et ce que ça raconte ici, justement, c'est plus de l'ordre du personnel,
Tarantino il s'intéresse pas tellement au commun mais plus au particulier. Et c'est pour ça que Los Angeles est souvent traversé en voiture dans ces villes. Ce qui va être intéressant pour lui, c'est de traiter le rapport individuel qu'on a avec une ville. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est toujours assez compliqué de parler de ce genre de film assez culte, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors j'ai essayé de m'intéresser à certains points, mais j'en ai forcément oublié d'autres. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo de cette série. Et d'ici là, je vous dis à très vite.